l'organisation syndicale des producteurs agricoles a toujours fait partie de la réalité des agriculteurs. Étienne, fort impliqué dans l'Union des producteurs agricoles, nous dresse sa vision de cette fédération dans le paysage agricole québécois. Étienne, oui, un sujet que je voulais aborder avec toi, que tu connais quand même bien. Tu es président du syndicat local de l'UPA et merci Maria Chapdelaine. C'est bien ça? Oui. Je vais te poser une question qui va peut-être paraître philosophique ou quand même, mais je suis sûr que tu vas avoir une bonne réponse. Le syndicat agricole, c'est quoi pour toi? Le syndicat agricole, je dirais, c'est l'ensemble des voix des agriculteurs pour défendre nos intérêts et de conserver certains acquis. Comme n'importe quel secteur d'activité économique, l'agriculture doit faire valoir justement, ses préoccupations, ses inquiétudes, ses enjeux pour que finalement dans le système, on soit écouté, qu'il y ait du développement qui se fasse en notre faveur, parce que dans le fond, c'est un secteur économique comme tant d'autres et au niveau politique aussi, si on ne fait pas connaître nos besoins, les énergies, les argents, les efforts vont se mettre vers les groupes qui en réclament plus. Alors, c'est à nous de le faire. Puis, je dis souvent, au niveau canadien, même au niveau mondial, le Québec est parmi les mieux structurés sur le plan syndical agricole. Et c'est ce qui explique que, quand même, qu'au Canada, quand même, le Québec, c'est là où le niveau d'âge des agriculteurs est le plus bas, dans le fond, les plus jeunes. OK. Parce que, dans le fond, on a plus de repreneurs qu'ailleurs. Je dis pas que c'est facile, mais il y a plus de repreneurs qu'ailleurs. Ça veut dire qu'on a quand même un environnement agricole où c'est plus facile de reprendre qu'ailleurs. Et aussi des tailles d'entreprise plus modestes. Ça veut dire qu'on a quand même, vu qu'il y a quand même un bon travail syndical qui s'est fait pour favoriser pour optimiser les revenus agricoles, on est capable quand même de se faire vivre avec des entreprises à taille plus modeste, plus humaine. Les entreprises de plus grande envergure ont leur place aussi dans certains secteurs. Des fois, il faut emmener large pas mal pour qu'il en reste un petit peu ou justifier l'existence d'une entreprise. Mais la qualité de notre organisation, le travail de nos aïeux, je dirais, à défendre les intérêts des producteurs, ça amène quand même qu'on a un environnement qui est plus facile un petit peu qu'ailleurs au Canada. Fait que le fait qu'on soit tricoté serré au Québec sur le plan syndical, ça nous aide. Le syndicat agricole a encore toute sa place? Plus que jamais. Plus que jamais. Je dirais... La pandémie amène quand même un retour du consommateur vers son panier d'épicerie. Il y a plus de considération, mais n'empêche que les enjeux, ça demeure énorme. Et le syndicalisme, il change de forme un peu. On est plus en mode maintenant d'information, de consultation qu'en mode, des fois, de réclamation, si on veut. On est moins quérulent peut-être qu'à une certaine époque. C'est une façon qui est différente. Puis, en fait, si on arrive à bien informer le consommateur, à le convaincre, bien, c'est lui aussi qui a le plus gros pouvoir. C'est lui qui a le plus gros pouvoir dans le sens que c'est lui qui est aux urnes lors des élections, qui va favoriser des fois des partis qui pourraient avoir plus de considération pour le milieu agricole et aussi que le plus gros pouvoir que le consommateur, c'est dans ses choix de consommation. Donc, quand on informe correctement le consommateur de la façon dont on produit, de la façon dont c'est fait ailleurs et des fois de voir qu'il y a des disparités qui sont inéquitables, bien, ça va influencer, on peut influencer positivement le consommateur en notre faveur. Parce que quand même, je pense qu'on peut dire, au Québec, au Canada, on a une agriculture qui est très intéressante, qui n'est pas gênante à montrer, qui est propre, qui fait vivre tout bien son monde. On n'est pas dans... Je ne veux pas décrire ce qui se fait ailleurs sur la planète, mais des fois, c'est moins cher ces tablettes d'épicerie et il ne faut pas se poser la question pourquoi. Si on pouvait le donner, le produit, on le ferait, mais regardez, de m'amener aussi quand même au Québec, globalement, je veux dire, tous les systèmes font en sorte que tout le monde a sa petite part du gâteau. Il n'y a pas personne qui est escroqué ou qui travaille pour des peanuts, si on veut. Sauf peut-être bien le producteur agricole. Mais c'est pas comme ailleurs sur la planète là, où il y en a qui travaillent pour à peu près rien. Fait que je vois votre approche, de ce que je comprends et de ce qu'on pourrait penser,
la relation syndicat agricole n'est pas nécessairement juste reliée envers les décideurs, puis les chefs, puis les politiciens. Vous parlez des consommateurs. Fait que le syndicat a une approche aussi envers les consommateurs, de ce que je comprends. Tout à fait. En fait, je l'ai dit un petit peu plus tôt. Ça l'a changé, puis on s'en est rendu compte un petit peu avec les années, parce que dans le fond, il veut qu'on travaille juste avec les décideurs. Là, à ce moment-là, tu es plus en mode réaction, puis ça, c'est difficile de changer les choses. Tu es peut-être un petit peu en retard. À l'inverse, si on est en mode séduction, en mode information, bien tout de suite, on dirige, on influence les habitudes de consommation, et ça, c'est la façon la plus facile aussi. Parce que même si le politique peut nous aider, le politique, des fois, ce qu'il va mettre, c'est un plaster, c'est des mesures d'aide, alors que si le consommateur fait des choix plus judicieux pour favoriser de l'agriculture d'ici, bien, c'est le portefeuille du consommateur qui contribue directement. On raccourcit la chaîne, ça revient plus facilement. C'est réinvesti plus rapidement dans l'économie agricole. Et voilà. On a parlé de l'histoire du syndicalisme agricole. On vient de faire un peu le portrait du présent. Je vais te poser encore une autre belle question. Comment tu vois l'avenir du syndicalisme agricole à l'ère de la mondialisation puis de la globalisation? Comment je le vois? Ça a encore beaucoup sa place. On voit quand même que ça porte fruit. Ça fait pas tant d'années que ça qu'on est vraiment en mode séduction du consommateur. On l'a vu par des participations à des émissions de télé, tout ça, par des publications. On a changé un petit peu la façon d'être. Puis ça va bien. Comment on le voit aussi, quand on met en lumière certaines iniquités, plusieurs consommateurs ne sont pas insensibles à ça et ça influence leurs habitudes de consommation. Puis aussi, notre modèle de syndicalisme est souvent pris en exemple, que ce soit ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde. D'ailleurs, l'UPA fait de la formation dans des pays moins structurés, moins favorisés. C'est un modèle qui est un modèle, à travers en exemple. C'est sûr, c'est quand même un bon enjeu, ça c'est sociétal, l'implication, je dirais, des agriculteurs dans leur syndicalisme. C'est pas facile, mais c'est comme dans tout. C'est pas facile de concilier, je dirais, nos entreprises, notre qualité de vie, la famille, et tout ça, réussir à trouver un équilibre là-dedans. Comme n'importe quoi, ça va s'ajuster avec le temps. Peut-être que le système peut s'alléger. Quoi qu'encore là, des fois, c'est difficile comme dans n'importe quoi, c'est difficile de dire qu'est-ce qui pourrait être coupé ou mis de côté. Il y a les enjeux, des fois, certains, on arrive à les régler, mais ils restent toujours là, il ne faut jamais les oublier. Bonjour Gilles. Bonjour François. Aujourd'hui, Gilles, tu nous amènes sur un sujet très à propos pour notre territoire. On va parler de l'agriculture nordique. Absolument. Je pense que c'est encore un sujet d'intérêt qui devrait avoir son lot d'informations intéressantes. Alors, l'agriculture d'un pays ou d'une région est influencée évidemment par l'histoire de ses sols, qui en explique la formation et par le fait même la pauvreté ou la richesse agricole. Des spécialistes ont analysé les sols du bouclier canadien et retrouvent encore aujourd'hui des traces des anciennes périodes glaciaires. Alors, en Amérique du Nord, on estime que la dernière glaciation date de moins 80 000 ans avant Jésus-Christ à 6 000 ans avant Jésus. C'était l'ère glaciaire du Wisconsin. La plus grande partie du Canada était recouverte d'énormes blocs de glace qu'on appelait des inlandsis. Le Québec était complètement figé sous une masse géante, l'inlandsis laurentidien, qui a contribué à l'enfoncement de la croûte terrestre sous son poids. Pensez que ça pesait des tonnes. La calotte polaire a fondu graduellement, il y a déjà 10 000 ans, mais elle a forgé tout notre territoire et a laissé de nombreux dépôts sédimentaires qui composent maintenant notre sol québécois. En se déplaçant, les glaciers ont déposé aussi des fragments de divers sédiments, souvent des mélanges d'argile, de limon, de sable et de roches. Durant l'érosion glaciaire et la fonte, des basses terres du lac Saint-Jean sont demeurées inondées pendant plusieurs années. Elles ont formé l'ancienne mer de Champlain. Alors, avec le temps, la mer s'est asséchée et le bassin a rétréci pour laisser le lac tel qu'on le connaît de nos jours.
dans la partie autrefois appelée le golfe de la Flamme et aujourd'hui le lac Saint-Jean. Les débris laissés par la dernière ère glaciaire recouvrent les sols québécois et ce sont des composantes qui déterminent quel type de cultures sont favorables pour l'endroit. Les conditions climatiques du Québec influencent aussi grandement la production agricole nordique. Nos ancêtres et même les premiers occupants autochtones se sont adaptés, bien malgré eux, au grand froid de l'hiver qui ne laissait qu'une courte saison propre à la culture. Au moment de la colonisation de la Nouvelle-France, au début du 17e siècle, on remarque que quelles cultures mûrissent bien en Amérique. Les Autochtones de l'époque cultivaient surtout le tabac, qu'on appelle chez les Indiens one-one, chez les Hurons la pomme de terre et le blé d'Inde, que les Hurons appelaient maïs, cependant avec un Y. On retrouve aussi plusieurs plantes indigènes, certaines portant des fruits comme le framboisier, le fraisier, le groseillier, la vigne, le cerisier, le bleuet, la toca ou canneberge et aussi la mélanchier. Pour ce qui est de la courte saison de culture, les données recueillies sur une période de 16 ans à la ferme expérimentale de Normandin, de 1937 à 1952, révèlent qu'une période sans gelée dommageable peut s'étaler sur 127 jours, mais qu'elle varie généralement entre 100 et 125 jours au lac Saint-Jean. Les agriculteurs sont confrontés autant à des excès de pluie qu'à des journées de canicule et des nuits fraîches, sinon froides, qui amènent parfois des gelées hâtives. C'est encore la même chose de nos jours. Le climat québécois apporte tout de même son lot d'avantages. Le froid l'hiver ralentit la propagation des insectes nuisibles ou des maladies et peut donc favoriser la production biologique en minimisant l'utilisation des pesticides. Nos ancêtres ont bien sûr connu des périodes difficiles, desquelles d'ailleurs ils se sont relevés, apprenant chaque fois de leurs erreurs et développant des outils pour apprivoiser les spécialités de leur terre. Les bêtes européennes ont su s'adapter au climat. Pensons aux forts chevaux canadiens qui passaient des hivers à l'extérieur et que les Amérindiens appelaient, imaginez, les orignaux de France. Ou encore aux vaches laitières de différentes races comme la Ayrshire, venue d'Écosse, et oui, d'Écosse, qui nous ont permis de nous spécialiser dans l'industrie laitière. L'agriculture nordique est en constante évolution. Et nos ancêtres seraient étonnés de voir tout ce qu'on peut cultiver de nos jours dans la province avec les nouvelles technologies et techniques développées. Alors François, ça fait le tour pas mal de ce sujet qui va compléter la diversité de nos capsules. Fait que si on fait encore de l'agriculture aujourd'hui dans une région nordique comme la nôtre, c'est principalement dû au courage de nos ancêtres qui ont dû quand même là, travailler fort. Hein? Oui, il faut saluer leur détermination et leur courage parce que c'est le fruit de leur travail porte aujourd'hui, c'est le cas de le dire, ça a semé beaucoup de bons développements pour notre région. En effet. Bien, merci beaucoup, Gilles. On se revoit bientôt. À bientôt, François. Que font les abeilles en hiver et que font les apiculteurs en hiver? Chantal et Raymond répondent à ces questions. Mise en marché, préparation de la prochaine saison, réparation d'équipements et suivi des ruches en hivernement les amènent à gérer un horaire très serré pour être fin prêt dès les premiers signes du printemps. Là, on est janvier. La production de miel est toute faite. Oui. Pratiquement tout est coulé ou... Non, c'est en partie, mais ça continue à se faire jusqu'à la prochaine récolte. OK. Là, on montrait tantôt les barils de miel, parce que dans notre tête, on pense que c'est juste des petits pots puis ceux qu'on voit à l'épicerie, mais vous en écoulez aussi des quantités, vous dites en vrac, hein? Oui, c'est ça. Il y a une partie vendue à d'autres apiculteurs ou emballeurs de miel, mais ça reste tout au Québec. Là. Puis, ça va peut-être paraître une question niaiseuse, mais pourquoi un apiculteur achète du miel? Oui, bien, c'est parce que souvent, des fois, il en manque dans certaines lignes. OK. Comme si on prend miel de bluetière ou le miel de sarrasin. C'est là que nous, bien, on en produit, donc c'est prisé puis recherché. OK, fait que si lui a des clients qui veulent... OK, il va... Fait que là, on communique entre nous autres puis on leur en vend dans ce temps-là. OK, c'est pour... C'est un peu comme on parlait tantôt, c'est pour ça que ça va transiter par baril.
C'est-tu la même chose aussi? Ça va-tu arriver aussi que vous allez acheter du miel d'autres apiculteurs? Non. Non? Non, parce qu'on se suffit avec tout ce que c'est que la demande est là pour ça. Là. OK. Ouais, dans le fond, nous, on garde principalement du miel de trèfle puis toute fleur. OK. C'est notre clientèle est plus habituée à ce miel-là. C'est pour ça que les autres variétés, on en garde un petit pourcentage, mais on le vend majoritairement à ceux qui en ont besoin. Parce qu'on entend parler de plus en plus des différentes variétés de miel. On va-tu en arriver un jour à avoir des pastilles de goût comme à la SAQ? Ouais, ça pourrait arriver, ça pourrait arriver avec le temps. Mais de là à dire que strictement vont avoir ce goût-là, c'est assez difficile à le dire. Ça doit, hein, parce que c'est pas les abeilles. Et c'est comme nous autres, on va réussir à aller chercher le miel de sarrasin parce que là, c'est concentré dans des grands champs. Donc, l'abeille va se concentrer surtout sur cette fleur-là. Mais il faut que tu aies une grande étendue de champs de sarrasin. Parce que s'ils décident qu'ils vont dans le trèfle, ils vont dans le trèfle, même si c'est du miel à sarrasin que vous voulez. Souvent, l'avantage de sarrasin, quand il fleurit, il y a moins d'autres fleurs. Ouais. C'est plus tard en saison. C'est pour ça que c'est quand même plus facile d'avoir le sarrasin. Là. Puis, bleuet, ça doit être un peu la même chose? Non, le bleuet, c'est plus difficile. On peut pas dire que c'est uniquement bleuet. OK, c'est vrai, toutes les fleurs qu'il y a aux alentours, il y a d'autres fleurs, les le boisés. le cornouiller. Puis, ça va aussi avec la météo. Quand cette période-là est sec, il y a moins de nectar un petit peu quand même. Fait que ça produit un petit peu moins. Fait que là, ils vont essayer d'aller chercher tout ce qu'ils peuvent ailleurs. Puis, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à 100 que c'est du miel uniquement bleuet. OK. Bon, on l'appelle bleuetière parce que c'est ce qui se fait à ce moment-là avec tout ce qui est autour. Oui, parce qu'il va tomber mélangé dans le même rayon que le miel émis par les abeilles. OK. Puis là, on est-tu en train de commencer à préparer la saison prochaine? Un peu. Ça commence. Préparation du matériel principalement, là, plus réparation. Puis comme là, j'ai un setup pour cirer des cadres dans le but de faire les rayons de miel. Puis c'est ça, c'est beaucoup ça. C'est ça. Tantôt, elle va montrer un peu comment ça fonctionne. Après ça, nous, avant d'intervenir dans le cavreau, ça va à peu près vers la mi-mars. OK. Parce que toutes les abeilles sont à l'intérieur, là? Oui, elles sont à l'intérieur. On les dérange le moins possible. On va faire juste une tournée. Pour voir la température. Pour voir la température, puis après ça, balayer un peu, parce qu'il y a des pertes qui se font pareil. OK. Bien, ça, c'est comme toute l'année, sûrement. Toute l'année, oui, elle sort de la ruche, elle va mourir à l'extérieur, elle tombe, il faut balayer. Il meurt en dehors, il meurt pas dans la ruche? Il meurt en dehors de la ruche? Pas mal toutes, oui. Ils sortent pas mal toutes. Des fois, un petit peu sur le devant des du fois, plateau, quand c'est pas assez, d'autres abeilles vont les pousser à l'extérieur. Puis là, ça se tient à quelle température, à peu près, dans le caveau? En temps normal, c'est autour de 0, OK. moins 2 ou plus 2, mais... Idéalement, c'est ça, comme un frigidaire presque. Mais là, vu qu'il fait tellement fret, même si on a tout fermé la ventilation, là, ça se tient plus à moins 4, là, c'est un site, là, mais c'est encore correct quand même. Là. Puis vous les nourrissez? On n'a pas vécu ça. Habituellement, on était organisé dans l'autre cavreau, on pouvait chauffer l'hiver. Mais là, on peut pas. C'est pour ça qu'on a, comme elle dit, on a fermé la ventilation, tout est fermé. Fait que là, ils se gardent rien qu'avec leur chaleur à eux autres, mais tu sais, c'est tout bien isolé, là, fait que ça l'aide. Puis tu es à moins 4, il n'y a pas de danger? Non, c'est quand même correct. Mais on consomme un petit peu plus de nourriture, c'est la seule chose. Ils consomment plus pour se réchauffer. Fait que vous les nourrissez un petit peu plus. On les nourrit pas. C'est eux autres, ils ont toute la nourriture. Vous ne mettez pas rien durant l'hiver? Non, rien? Non, oui, c'est à l'automne. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, là, ce que Raymond disait tantôt qu'on va regarder en mars, c'est pour ça. Là. Celles qui vont manquer de nourriture, là, on a de la nourriture d'urgence. Je vous montrerai tantôt, c'est une genre de galette de pâte de sucre. Ça, on peut le donner à la ruche qui va manquer de nourriture. Mais plus au mois de mars pour ne pas les déranger avant ça. Oui, parce que là, on le sait que par la température froide qu'on a eue à janvier, il faut intervenir le plus tôt possible en mars. OK, parce que sinon, vous ne mettez rien, vous ne mettez pas d'eau sucrée. Ils sont supposés d'avoir tout ce qu'ils ont besoin. Ils l'ont tout pris à l'automne. Ils étaient autonomes à l'automne. Fait que quand vous les rentrez à l'automne, vous ne retouchez pas. Ouais, c'est ça. On les pèse, puis il faut qu'ils pèsent en moyenne 85 livres. OK, puis là, vous savez qu'ils sont assez lourds, qu'ils ont assez de réserve pour passer l'hiver. Fait que la seule chose que vous regardez, c'est la température. OK. Un petit nettoyage, puis c'est ça. Oui, un petit nettoyage, parce que des fois, il y a des entrées, les abeilles vont mourir, mais il faut aller les sortir le jour même. Moi, des fois, pour certaines. C'est pour pas boucher l'entrée, faut qu'ils respirent. Ouais, c'est l'humidité qui est pas bonne pour les abeilles. Fait que même si
si on pense que c'est une production saisonnière, il n'y a pas de temps mort du tout non plus. Non, il n'y a hein. pas de temps mort, mais c'est plus Ouais, au c'est ralenti. plus au ralenti. Décembre, janvier, février. Ça nous laisse le temps de planifier la prochaine saison. Fait que, tu sais, ça arrête et on recommence tout de suite à repenser à la prochaine saison. C'est un cercle continu. Ça devrait passer. Je sais que c'est un travail qui est quand même assez long à faire. Pour ça que l'hiver, on a plus le temps pour ça. Ouais, c'est en plein ça. Sinon, attendre au printemps, on a trop d'autres ouvrages à faire. Quand on veut remplacer des cadres, on en fait un petit peu plus. Quand c'est principalement pour les rayons de miel, ben là, ça, mettons au moins une centaine. Là. Mais là, c'est ça, je veux en préparer un petit peu plus pour changer certains vieux cadres là, qui sont moins beaux. Je m'attends à en faire au moins peut-être 150 cette année. Puis là, on redit notre broche pour que ça se tienne bien. Fait que ça, c'est collé avec le chargeur. Je pense qu'il est ouvert. C'est des petites feuilles de cire qu'on achète, là, avec comme une forme d'alvéole dedans qui va inciter les abeilles à faire des alvéoles dans ce format-là, si on peut dire. C'est comme des alvéoles pour les ouvrières. Ils sont plus petites un peu que celles des bourdons. Quand notre feuille est installée, il reste juste à mettre un petit courant électrique, puis c'est ça qui va faire coller la feuille de cire. Hop. Ouais, c'est ça, le courant électrique fait fondre, ça réchauffe la petite broche, puis la feuille de cire colle dessus. Fait que c'est ça qui fait que ça solidifie. On le voit un petit peu, ça va pas passer à travers, mais presque. Fait que c'est ça qui va faire tenir la feuille de cire sur notre cadre. Voilà, nous en sommes à la conclusion. Le cycle des saisons est complété. Nous espérons que vous avez découvert ou redécouvert votre agriculture. Nous avons peut-être suscité de merveilleux souvenirs pour certains ou de grandes curiosités pour d'autres. Une chose est certaine, les participants ont contribué avec cœur, avec fierté, à partager de courts moments de leur quotidien, celui de leur famille, de leurs ancêtres. Nous avons eu la chance de rencontrer des gens de passion, des artisans de la terre. Terminons sur ces mots d'Anton Tchekhov qui résument très bien la réalité de nos agriculteurs. Les paysans sont sans cesse au travail et c'est un mot qu'ils n'utilisent jamais.